Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast Bilingue Trouve ta place. Désirant montrer qu'il est possible de faire des choix impopulaires, même hors normes et être heureux, souhaitant prouver que le bonheur passe par le fait de se choisir plutôt que de céder aux pressions populaires, je reçois des gens qui ont fait le meilleur d'une situation qui les plaçait dans la case différente. Je m'appelle Stéphanie Bergaud et suis l'animatrice de ce podcast. J'œuvre comme catalyseur de potentiel depuis plus d'une dizaine d'années et ma mission est de permettre aux gens de se donner le droit d'être tout ce qu'ils sont et ainsi croire que leurs rêves sont réalisables. Bienvenue dans ces entrevues. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Trouve ta place. Aujourd'hui, j'ai la chance, le privilège de recevoir mon amie Dr Céline Lamy. Merci Céline d'avoir trouvé du temps dans ton agenda pour moi. Salut Stéphanie, enchantée, merci. Bon, Céline et moi, comme je fais toujours, on s'est rencontrés il y a maintenant 7 ans, quelque chose comme ça, à peu près, dans un événement organisé par une amie sur la santé mentale. Donc, Céline, à ce moment-là, t'es auteur, t'es pédopsychiatre, tu parlais de ton livre Il pleut à la maison. J'ai trouvé ça fascinant, deux, eu la chance d'écouter ta conférence. Puis, on a super connecté, entre autres, grâce aux enfants, à la douance, à la pédopsychiatrie, puis à plein d'idées que l'on partage beaucoup sur l'éducation, toutes les deux. Euh, je trouvais ça important de te recevoir aujourd'hui pour plein de raisons. Ce podcast-ci, il sert à montrer des modèles différents. Pour moi, tu es comme la personnification d'un modèle différent. Tu as fait des études de médecine, tu es pédopsychiatre, tu parles beaucoup des dérives, je pense, je peux utiliser ce terme-là, là, des dérives de nos systèmes médicaux et scolaires, ce qui me parle beaucoup. T'es haute en couleur. T'as un petit côté bum que j'aime beaucoup. Fait que je trouvais ça cool, tu sais, de montrer un modèle différent puis de dire comme, tu peux faire des études pendant 15 ans et, tu sais, conserver justement ta libre pensée, toutes ces choses-là. J'aimerais ça qu'on revienne un peu comme plus jeune, là. Mettons, à l'adolescence. Est-ce que tu sais ce que tu veux faire dans la vie? Est-ce que c'est clair? Est-ce qu'à ce moment-là, tu sais déjà, toi, que tu es au potentiel? Tu sais, comme, parle-moi de toi à l'adolescence, ça ressemble à quoi, là? Et c'est drôle, j'en parlais ce matin avec une autre amie, je lui ai envoyé un petit vocal, Nathalie Platt, qui a fait un article justement sur son adolescence, puis sur ses idoles. Et je me disais, adolescente, c'était qui mon idole? C'était Catherine Ringer des Rita Mitsuko. Complètement décalée, parce qu'à l'époque, adolescente en France, c'était Patrick Bruel et Rogue Voisine. Euh, Donc, ça met un petit peu la table. Un Puis petit look Catherine grunge que Ringer, tu gardes. ouais, Catherine Ringer, pour moi, c'était vraiment la femme punk libre qui avait à l'époque, on voyait balader Gainsbourg en public, bref. Donc, j'étais fascinée par le personnage et à la fois, il y avait une Céline très docile, excellente à l'école, très seule, subissant de l'intimidation. C'était pas mal ça. Donc, une adolescente très anxieuse. Aller à l'école, pour moi, je l'ai toujours dit comme ça et je le redis, c'était une torture. J'adorais apprendre. J'adorais aller à l'école pour apprendre, mais la classe en tant que telle, et puis je trouvais ça très difficile de me sentir décalée. J'avais pas les codes, c'était pas évident. Donc je dirais que l'adolescence, c'était pas mal ça, mais j'étais docile à l'école, tout en ayant dans mes écrits en littérature, je me souviens un prof de littérature qui parlait d'une rebelle, puis d'une révoltée, mais qui était très surpris de ce côté lisse à l'extérieur et à la maison aussi très docile, très, très, très docile, avec quelques amis qui, je me souviens, avaient dit à mes parents, mais vous connaissez pas la vraie Céline. Hmm. Donc, il y avait comme ça le besoin déjà, le souci de se conformer, pas le choix, parce que c'est ça, j'étais dans un milieu père militaire, mère travailleuse sociale à l'armée, donc il y avait vraiment ce côté très rigoureux. Malheureusement, déjà, l'idée tu sais, de pas décevoir, d'être à la hauteur. Donc, il y avait un petit peu tout ça. Donc, au départ, ce que je voulais, c'était être prof de littérature. Ça a été longtemps ça.
Et puis, très vite, juge pour enfants. Ça a Hmm. été ça jusqu'à la fin de mon baccalauréat. Je me suis En inscrite France, comment? Ouais, en France, ouais, ouais. oui. Je me suis inscrite en école prépa pour faire Cagne, Hippocagne et pour rentrer à Sciences Po. OK. Et la veille de la rentrée, en fait, accident tout bête, je me suis blessée à la main, vraiment ma main dominante. Et puis là, on m'a dit, ça va être difficile de faire ta rentrée. Il faudrait peut-être que tu prennes une année sabbatique pour rééduquer ta main. Puis j'ai dit, bah, mes parents m'ont dit, on va t'inscrire en droit puisque tu veux être juge. Et puis en allant m'inscrire à la fac de droit, en sortant de là, j'ai été comme happée vers une rue dans la nouvelle ville que je ne connaissais pas et je suis passée devant la fac de médecine. Et là, il Hmm. y avait comme des gens qui présentaient les études de médecine. J'y suis rentrée. J'ai rencontré une jeune femme, écoute, que je n'ai jamais revue, mais qui m'a parlé de ses études. Et je suis sortie de là en disant à mon père, je m'inscris en médecine. C'est parti de là. C'est quelque chose que j'avais déjà évoqué quand j'étais petite. J'avais des hôpitaux pour animaux, tout ça. J'aimais prendre soin dans mon Ouais. coin. Donc mes parents ont pensé que c'était un peu le traumatisme de la blessure en disant, mon Dieu, mais ça va pas du tout, tu es trop sensible, ça va pas aller. Et en fait, ça a été une révélation. Je me suis tout de suite sentie au bon endroit. Wow. Voilà Puis l'idée. qu'est-ce qui faisait que tu te sentais au bon endroit dans cet environnement-là? Quand je dis l'environnement, c'est sûr que là, j'arrive, une petite provinciale, j'avais tout juste 17 ans, je sortais d'une petite ville, là, j'arrive dans une grande université française, on est 1500 étudiants, c'est la jungle. Je me rappelle Ouais. arriver le premier jour en retard et là, les étudiants qui hurlent des cris d'animaux, des cris de rutes sexuelles. Et là, je me dis, OK, tu sais, moi, j'étais pas du tout sexualisée à l'époque, ni rien, mais j'entendais des trucs monstrueux. Je me disais, qu'est-ce que je fais là? Mais en même temps, il y avait quelque chose de très contenant et où je me suis dit, je peux, ça va faire très, 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 très solitaire encore, mais j'avais le sentiment de pouvoir être anonyme, pouvoir étudier dans mon coin, en étant dans dans quelque chose de très contenant. Ça me rassurait pas mal de pouvoir venir travailler puis d'être anonyme au départ. Et puis, j'ai été fascinée en fait par les cours de sciences humaines. On a travaillé la première année sur Canguilhem, sur le normal et le pathologique, et sur cette façon d'accueillir le patient dans toute sa globalité, Hmm. pas uniquement dans son symptôme. Et ça me fascinait. Vraiment parce que j'étais très littéraire comme fille, donc c'est ça. Les cours d'anatomie, tout ça, je trouvais ça sympathique, mais vraiment, j'avais l'impression de rentrer dans une grande famille et puis que j'allais pouvoir effectivement déployer toutes mes couleurs en médecine. Donc, ouais, j'ai fait médecine. En même temps, j'ai fait une maîtrise de sciences biologiques et médicales. J'ai fait plusieurs certificats, c'est-à-dire que mon idée, c'était d'étudier tout le temps. J'aimais vraiment, vraiment ça. Hmm. Euh, et puis, Puis ça nourrit. À ce moment-là, oui, est-ce que tu sais que tu es au potentiel? depuis l'âge de 14 ans, en fait. OK. Ouais, ouais, ouais. Oui, parce que des fois, là, tu sais, moi, je l'ai su beaucoup, beaucoup, beaucoup plus tard, beaucoup, beaucoup plus tard. Mais les gens, ils trouvent ça étrange que tu mènes de front deux, trois diplômes en même temps, puis que tu ne te lasses jamais d'apprendre, puis, Je tu sais, pouvais pas, en fait, il y avait quelque chose de l'ordre Puis là encore maintenant, c'est ce que je te disais, j'ai repris une maîtrise de droit, puis je suis inscrite à d'autres formations parallèles, mais c'est important pour moi, puis c'est un passe-temps, en fait. Alors, ça oui, peut c'est paraître ça, un ça peu, nourrit. mais ça me nourrit, c'est ça. Donc, Oui, oui, je suis d'accord avec toi. Je fais voilà, minimum, ouais, c'est ça, moi aussi, minimum 30 à 40 jours de formation par année, plus des c'est bootcamps, ça. Puis, plus des... Ouais, exact. ça occupe les nuits, tout ça. Bref, Oui, c'est bien. tellement, Donc, je suis tellement. rentrée en fait j'ai passé mon concours, puis j'ai choisi au départ, donc à la fin de mes études de médecine, on choisit en France, suite à un concours, notre spécialité. Et initialement, j'ai choisi gynéco-obstétrique parce que c'était pour moi la spécialité la plus complète, médicale, chirurgicale et d'imagerie. Et puis, Mhm. j'étais fascinée par l'attachement. C'est-à-dire que j'ai mis la première fois les pieds dans un service de pédopsychiatrie en l'an 2000, pendant mes études de médecine, et j'ai été fascinée par cette spécialité-là. Ouais. Vraiment, vraiment.
Le patron à l'époque faisait des grandes messes où il y avait une table énorme et où on parlait de l'enfant, mais tout le monde était invité, pas uniquement les résidents ou les externes. Il y avait la femme de ménage, la préposée aux bénéficiaires, la dame qui s'occupait de la cantine, et tous les gens qui croisaient l'enfant, ne serait-ce que quelques minutes, étaient invités à la table et donnaient leur avis. Et puis moi, j'aimais ça, cette présentation multiple, cette façon de voir l'enfant. Je trouvais ça fascinant. Puis, c'était l'époque, effectivement, de la psychiatrie aussi un petit peu attachmentiste, donc de l'attachement. Donc, j'étais fascinée par ça, mais quand j'ai choisi les gynéco-obstétriques, je me suis dit, je veux travailler sur l'attachement, mais bien avant que le bébé naisse. Donc, c'est ça, j'ai fait quand même 1 an et demi de résidence de gynéco-obstétrique. Donc, j'étais docteur en gynéco-obstétrique, c'était spécial. Mais je me souviens très bien que les secrétaires me disaient, mais je comprends pas, ton collègue voit je ne sais combien de passants en matinée, puis t'en vois 2, qu'est-ce que tu fous? Mais tu sais, je prenais le temps de discuter Oui, avec tu la avais un petite profil un peu maman. plus sage-femme qu'un profil Ouais, c'est médecin. ça. Puis je parlais d'attachement. Donc au final, en y réfléchissant, je me suis dit, OK, non, je vais retourner vers mes premiers amours. Puis j'ai décidé de faire ce qu'on appelle un droit au remords. Ça s'appelle comme ça. Donc tu écris une lettre à l'université en disant, je veux finalement changer de spécialité. Ça se fait très rarement, mais là, ils ont accepté. Puis les psychiatres n'avaient jamais vu ça, qu'un gynécologue veuille venir chez eux. Et voilà comment je suis devenue pédopsychiatre, en fait. Puis c'est parce que la psychiatrie, c'est une spécialité, mais la Ouais. pédopsychiatrie en est une autre. Ben, en fait, c'est la psychiatrie d'abord, on fait 4 Ouais, ans. c'est ça. Puis ensuite, il y a une spécialité. Et puis pendant cette résidence de psychiatrie et de pédopsychiatrie, ensuite, j'ai fait aussi un diplôme de criminologie parce que c'est ça, je voulais encore m'occuper l'esprit, on va dire ça comme ça. Donc voilà. À ce moment-là, est-ce que tu vis toujours en France? Oui, 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 je suis arrivée au Québec en 2014 avec mes enfants et mon mari à l'époque. Donc, Oui. j'ai travaillé à l'hôpital, dans les services de pédopsie, essentiellement adolescent, pendant toute ma carrière, en fait. J'ai fait plus que ça. Puis après, tu sais, dans le fond, est-ce que tu as, Adèle et Joseph, tu as eu des jumeaux il y Ouais, a maintenant 14 ans. ouais. Tu as fini tes études à ce moment-là ou tu es en voie de les Oh, terminer? c'était terminé, en fait. J'ai passé ma thèse en 2007, OK. puis tout de suite pris la responsabilité d'une unité, en fait, d'adolescents, justement. Donc, quand Adèle et Joseph sont nés, j'étais déjà, ils sont nés en 2009. Ouais, donc ça faisait déjà 2 ans que j'étais praticien, effectivement. Puis quand je suis arrivée ici, ça faisait déjà un petit bout que je travaillais dans les diverses unités, ouais. Fait que continue à travailler dans cet univers-là, continue à te former en parallèle à plein Ouais. de trucs qui t'interpellent. Qu'est-ce qui se passe pour que Stéphane et toi, vous décidiez de venir ici? J'ai toujours eu en tête d'aller voir du pays, parce que c'est ça, je le disais en préambule, mes filles de militaires, donc ça a ses avantages et ses inconvénients. L'inconvénient, c'est que il y avait des moments où on restait 8, 9 mois dans un endroit, on déballait pas les cartons, puis il fallait bouger. Donc il y avait cette idée de Hmm. bouger, c'est bien, c'est pas grave. Il y a eu d'autres conséquences après, je pense, au niveau de l'attachement, puis de cette difficulté quand même à socialiser de temps en temps. Mais donc, j'ai quand même gardé toujours cette idée de moi, je veux voir du pays. Et puis, parce que je me formais à l'hypnose ericksonienne à cette époque-là, j'avais beaucoup, beaucoup de contacts québécois, puis j'avais dans Oui. l'idée que y avait beaucoup de pionniers, qu'il y avait beaucoup d'audace au Québec. Puis Hmm. j'avais envie d'aller rejoindre ces audacieux-là. Donc, j'ai fait les démarches. Au départ, j'en ai parlé à Stéphane, qui était comme, ouais, bof. Il m'a dit, fais les démarches, puis on verra bien. Et puis un jour, j'ai reçu un appel du Collège des médecins qui a dit, bah, c'est en septembre qu'on vous attend, go. Donc, on a Ouais. débarqué en mi-août 2014 et j'ai commencé un stage en septembre parce qu'il faut un stage de 3 mois pour évaluer ta capacité à être un bon médecin. Et Oui. j'ai officiellement commencé en février 2015 à l'hôpital de Saint-Jérôme. Fait que là, tu intègres notre système Oui, qui est quand même particulier et différent du système français tout à fait. à plein d'égards. Puis, c'est comme, moi,
Moi, je connais l'arc-en-ciel, Céline, là. Tu sais, l'auteur, la Mhm. conférencière, le pédopsie. Qu'est-ce qui se passe quand tu arrives au Québec? Ben déjà, là, tu dois t'intégrer dans un nouvel environnement. Les enfants Ouais, doivent commencer l'école ici parce que, on se le dira, en France, c'est 3 ans à la maternelle, le oui, Québec, c'est 5 ans. ouais. Donc, ils étaient déjà à l'école en France. Ils arrivent ici, ils ont l'âge de la maternelle. Fait que, comment ça se passe tout ça, là? Écoute, on a eu la chance de pouvoir les intégrer rapidement en première année parce que justement, ils avaient déjà ce background d'école maternelle, puis ils finissaient l'école maternelle en France, puis on parle, oui, de 3 ans d'école maternelle, c'est-à-dire Ouais. ils étaient rentrés à l'école, ils avaient 2 ans et demi, donc ils étaient déjà rendus bah, tu sais, à écrire des lettres, à apprendre à lire, etc. Donc, Oui. je trouvais ça pas évident de les remettre Puis une en maternelle. certaine autonomie, puis une Ouais, c'est certaine ça, c'est ça. sociabilité, puis ouais. Donc, ils sont rentrés, ils ont fait un petit bout de fin de maternelle. Ça a été pas évident pour eux parce que Joseph, je me souviens très bien, les premières semaines, l'enseignante m'a appelé en disant Joseph refuse de faire les activités. Oui, mais c'est quoi les activités? Oui, mais il refuse de faire de la peinture. Puis Joseph avait dit, mais moi, je trouve ça stupide, je veux lire. Et ça avait vraiment confronté l'enseignante en disant, oui, mais là, c'est pas normal qu'un enfant lise déjà à ce moment-là. Vous exigez trop d'eux, mais j'exige rien d'eux. C'est-à-dire Ouais, qu'il y a des livres à la maison, puis ça s'est fait tout seul. Voilà, c'est ouais. comme ça. Donc, y a eu des petits ajustements, mais globalement, ça s'est plutôt bien passé. La chose que moi, j'ai constaté en arrivant ici, peut-être la première année, c'est que dans mes consultations, je mettais souvent enfant immature. Puis, à force de réflexion, je me suis rendu compte que non, les enfants que je croisais au Québec n'étaient pas immatures, c'était juste des enfants qui étaient dans leur enfance et que combien en France, on était dans une accélération de l'enfance, dans quelque chose de Mhm. toujours plus performant pour les autonomiser, les rendre indépendants très vite, ce qui faisait que j'avais l'impression d'un décalage avec Ouais. les enfants québécois en me disant ils sont vraiment immatures, mais non, en fait, ils étaient vraiment émotionnellement à l'âge qu'ils devaient avoir. Donc ça m'a, Mhm. ça m'a quand même rentré dedans sur l'exigence qu'on a en Europe sur nos enfants. Ça m'a permis de redescendre un petit peu aussi parce qu'il y a à la fois les exigences qu'on peut avoir malheureusement sur nos enfants, puis aussi les exigences de l'entourage, du comment être parent, de comment tenir ses enfants au niveau de Ouais. l'éducation. Bref, tout un truc qui maintenant, parce que j'ai 2 autres petits, puis je vis avec un papa québécois, je suis dans complètement autre chose. Puis Ouais. évidemment, j'ai 46 ans, donc je ne suis plus la même maman et je réalise combien euh, il y a quand même de la pression sur nos petits loups, beaucoup, beaucoup, beaucoup. En tout cas, j'ai probablement participé à ça avec mes aînés, c'est certain. Ah, moi, assurément. Moi, tu sais, Mm. j'en ai 3 aussi, là, tu sais, puis clairement, Lorelai, elle le dit des fois, là, tu sais, ils n'ont pas la même éducation que moi. Tu Ouais. sais, Lorelai, je l'ai eu, j'avais 22 ans. J'ai été élevée par des parents français, tu sais, juste pour qu'on situe la base, là, tu sais, parce que Mm. c'est pas tout à fait pareil. Euh, Performant, exigeant. À cette époque-là, c'était comme mon extension. Fait que si elle Mm. faisait des bonnes actions, c'est parce que j'avais fait des bonnes actions comme maman. Puis si elle faisait de mauvais choix ou avait des mauvais comportements, c'est comme si j'avais échoué quelque part. Ça, c'est ça. Puis j'ai appris à travers le temps, merci mon Dieu, qu'ils sont des êtres à part entière, qu'ils font des choix, qu'on n'est pas là pour tout contrôler, qu'on est plutôt là pour les accompagner vers ce qu'ils souhaitent. Puis j'ai de beaucoup adouci. Puis en adoucissant, j'ai réduit l'anxiété, permis la vulnérabilité, donner une voix, qui des fois, on se le disait tout à l'heure en riant, tu sais, moi je me dis souvent, le jour où ça ne sera plus dirigé contre moi, ce sera des qualités extraordinaires. Mais tu sais, exact, exact. Puis je pense qu'il y a notre maturité aussi qui a Oui, changé, là, tu oui. sais, on évolue, on constate. Il y a plein de sujets aussi, là, tu sais, euh, l'éducation à proprement parler évolue, là. Tu sais, moi, je sais qu'au Québec, la fessée, quand moi j'étais jeune, c'était déjà comme un acte de violence, Mm. alors que j'ai vu la loi passer en France et j'avais déjà des enfants, là. Tout à fait. Fait Non, non, vraiment,
on a été beaucoup dans cette éducation coercitive-là, je l'appelle comme ça, puisque Mm. maintenant, on nomme les violences éducatives ordinaires. Puis quand j'en parle avec mes parents, ils tombent pas mal des nues Oui. que ça s'appelle comme ça, mais oui, effectivement, ça se nomme comme ça. Et en France, il y a encore beaucoup de tenants par rapport à cette rigidité-là. C'est-à-dire que l'autorité qui, malheureusement, c'est un terme qui a été un petit peu galvaudé. On dit plus d'autorité, plus de discipline. Mais tu sais, autorité, ça vient de augere, ça veut dire faire grandir. Disciplina, c'est la relation du maître à l'élève, puis c'est le guide. Donc, on a voulu virer l'autorité, Mm. mais c'est important de se maintenir là-dedans, autorité, discipline au sens de cadre et limite, mais de Mm. sortir de l'autoritarisme. C'est pas la Ah, même tout chose. à fait. Puis en France, Tout on à est fait. encore dans ces trucs-là d'autoritarisme un peu crasse, là, où clairement. Puis il y a quelque chose de très descendant, où on est convaincu que l'enfant est une sorte d'être humain incomplet qui va guérir de son état en devenant adulte. C'est pour ça que j'ai créé le collectif L'enfance n'est pas une maladie, parce qu'on a vraiment le sentiment, encore actuellement, que l'enfance serait une maladie dont il faut guérir en devenant adulte. Donc, on essaye de tout, d'accélérer le processus pour que ce soit le moins pénible, alors qu'il n'y a rien de pénible en soi. C'est juste une question d'accompagnement puis d'accueil, ce qui n'est pas évident au quotidien. Mais malgré tout, ça fait qu'à un moment Tellement. donné, on est dans un adulte qui n'est pas brusqué, qui n'est pas forcé. Puis, tu sais, toi et moi, on prend les choses par deux bouts différents. C'est comme plus on se parle, plus on est sur la même longueur d'onde. Mais moi, je récupère dans mes clients des adultes fragilisés, tu sais, qui ont 40, 45, Mm, 50, qui ont répondu à ce qu'il fallait faire ou à ce qu'ils croyaient devoir faire ou mm, faire pour arriver là où ils le concevaient, puis qui arrivent avec un bon emploi, une entreprise florissante, un mariage adéquat, des enfants, une maison. En fait, tu sais, comme le portrait qu'ils avaient souhaité pour s'apercevoir qu'il se trouve vide. c'est ça. Puis Ouais. puis aujourd'hui, là, tu sais, on en parlait vite fait avant, là, tu sais, je fais encore du coaching, principalement des entrepreneurs, mais la plus grosse partie de ma clientèle, que ce soit des entrepreneurs ou non, c'est ce que moi j'appelle du coaching de transition. Mm, Des besoins de transition identitaire mm, parce que tu arrives à 40, 45, même 35 pour certains, puis c'est pas ça que je veux vivre. J'arrive où je pensais que j'arriverais pour être heureux, puis c'est pas ça. Puis ce qu'on fait à ce moment-là, c'est qu'on repart de la base. On ouais. déconstruit des choses, on se demande individuellement ce qu'on a envie. Puis tellement souvent dans ma pratique, j'entends, je ne sais pas, Steph, ce que j'aime. Je Mm, ne le sais pas. Parce qu'on a fait les études, on est devenu parfois, mettons, avocat, on a eu des enfants, on les élève, on s'en occupe, on les aime, mais on a oublié de se demander ce que nous, on aimait en parallèle de ce qu'il fallait faire. mm. Puis ça, pour moi, c'est l'un des gros enjeux de l'éducation, là, tu sais, Tout puis je à le mets fait. au sens large, là, tu sais, notre système éducatif n'est pas adapté aux adultes que l'on devient, tu sais, puis que ce soit en coaching ou en formation aux adultes, c'est comme les neurosciences nous ont appris des tonnes de choses. On a besoin d'apprendre en faisant, on a besoin de découvrir, En d'expérimenter pour jouant. Mm. savoir. Puis on éduque encore nos enfants dans des systèmes 1950 que l'on n'a pas revus, où est-ce que la curiosité est de moins en moins. Puis là, je parle pas des individus qui composent le système, je veux juste qu'on Non, soit non, non. clair, je parle du système, là, tu sais. Fait que la curiosité est devenue un enjeu, puis toi, tu en parles souvent, puis je trouve ça important, tu sais, que tu m'en parles aujourd'hui. Mais si tu sais, comme moi, je dis souvent, là, de 5 ans ou de 0, dépendant de la parentalité que tu as, là, mais de 5 ans à 17 ans, fin du secondaire ici au Québec, 18 pour la France, par exemple, mais on te dit ce que tu devrais faire. Ouais. Voici les cours, voici la façon, voici les devoirs, voici le cadre dans lequel tu es. Puis quand tu arrives à 17, 18 ans, 16 ans, on te dit maintenant, il va falloir que tu choisisses pour la vie. Puis je le mets Mm. entre guillemets le pour la vie parce que on sait qu'aujourd'hui, les études démontrent que tu sais, quand nous, on était jeunes, toi et moi, c'était trois carrières.
qu'on nous prédisait. Aujourd'hui, c'est au-delà de 20 carrières que les études disent, mais on continue à leur vendre l'idée qu'ils vont choisir pour une chose, qui crée énormément d'anxiété parce que, je veux dire, ils n'ont pas testé, expérimenté, ils ne sont pas allés dans des milieux de travail. Lorsqu'ils sont chanceux, ils en ont fait un en secondaire 4 et 5. Fait qu'on leur dit de choisir. Là, choisir quoi, choisir comment. Puis là, on les lâche lousse en leur disant, maintenant, tu es un adulte, tu es autonome, mais ça fait des années qu'on veut les encadrer puis qu'on les laisse pas choisir vraiment. Fait que moi, je suis comme toujours un peu, puis là, j'en ai une grande qui a 20 ans qui sort du cégep à qui j'essaie de relativiser, là, tu sais, en lui disant, les études, ce n'est pas toute ta vie. Il y a plein de choses autour. Découvre, expérimente, trompe-toi. Tu sais, moi, j'ai eu 12 millions de carrières, tu sais, puis c'est ce qui fait que je fais aujourd'hui. Fait que, tu sais, je trouve ça intéressant parce que j'ai l'impression de récupérer ces enfants-là à qui, tu sais, des fois, on n'a pas donné le droit, mais qui se sont pas donné le droit, puis qui, Ouais, le jour où ils sont devenus adultes, n'ont pas forcément pris leur entière autonomie parce qu'ils sont restés dans un système qui les rendait sécures, convenaient à leur entourage. Puis le podcast aujourd'hui, c'est pour ça qu'il existe pour moi, c'est de montrer des modèles que même contre toute attente de l'extérieur, lorsque tu te choisis, c'est pour moi la meilleure voie vers le bonheur. tout à fait. Puis Peu ces importe. adultes, tu sais, moi je les entends quand je passe à la radio qui appellent les auditeurs en disant, mais moi j'ai vécu cette éducation difficile, puis je vais bien, j'en suis pas mort. Tu sais, ça c'est Oui, cette clairement. phrase-là. Et moi, j'en suis pas mort, puis je le dis à chaque fois, mais peut-être effectivement que tu as le sentiment d'être fonctionnel, puis que ta vie roule, mais qu'est-ce que tu consommes pour pallier tout ça? Est-ce que tu vas voir ton psy toutes les semaines parce que c'est douloureux? Je veux dire, ça veut dire quoi aller bien techniquement? Oui, je suis d'accord avec toi, tu les récupères, mais c'est comment ces enfants, on pourrait éviter justement que ce soit ces adultes qui, à un moment donné, frappent leur mur. Moi, mon mur, je l'ai frappé vers la quarantaine ici, où je me suis dit, OK, c'est pour ça que je commençais en préambule en disant, cette Céline Lys, adolescente bouillonnante, qui adorait Catherine Ringer, euh, elle est là maintenant et c'est comme si j'avais intégré cette adolescente en moi, puis tu sais, je la laisse s'exprimer avec tout ce qu'il y a de flamboyant et de révolté, et également la petite Céline de 6-8 ans avant de rentrer dans le grand jeu sociétal où on commence à prendre vraiment conscience du regard de l'autre, l'idée de la honte, l'idée du devoir-être, d'être à la hauteur, donc d'enlever tous ces masques-là pour être cet adulte enfin assumé, oui, comme tu dis, pleine de couleurs et qui peut parfois être un petit peu intense dans ce qu'elle dit. Mais moi, j'ai vraiment à cœur qu'on puisse laisser ces enfants exprimer leur singularité sans les brimer, de sorte que ça devienne des adultes qui vont être armés aussi pour ce qui s'en vient, parce que ce qui s'en vient, c'est quand même des choses compliquées. Et actuellement, les enfants, tu parlais de les rendre autonomes et qu'à 17-18 ans, on les dit démerde-toi, mais je parlais avec Leïla Benoît sur l'infantisme qui parlait du droit de vote, justement, en disant pourquoi est-ce qu'on ne donnerait pas le droit de vote plus tôt aux enfants, alors que là, pendant jusqu'à 18 ans, ils ne sont pas du tout dans la question politique, puis à 18 ans, on leur dit choisis. Ça fait pas de sens. Donc, est-ce que ça pourrait être une éducation aussi elle parlait même d'un droit de vente dès la naissance, etc. Enfin, il y a des choses à comprendre en termes de place de l'enfant, comment on considère dans la société. Il n'est pas du tout considéré, du tout, du tout, du Non. tout. Puis dans l'accompagnement, là, tu sais, je veux Oui, dire, moi, une des grandes aberrations, c'est qu'à 14 ans, en termes médicaux, tu peux choisir pour toi. Fait que mm, si on prend un exemple, tu peux tomber enceinte et décider de le garder sans que tes mm, parents n'aient rien à dire. Parfait, excellent. Mais tu n'es pas apte à voter, tu n'es pas apte à choisir tes études si tes parents ça, ne signent pas tes trucs. Tu sais, je veux dire, mon expérience personnelle d'avoir un enfant début vingtaine, c'est que c'est beaucoup, beaucoup de responsabilités. Fait que, tu sais, comme si tu es assez grande pour faire ce type de choix, tu es aussi assez grande pour des tonnes d'autres choses. Mais tu sûr. as raison. Tu sais, moi, une des choses que j'ai apprises, entre autres grâce à l'école à la maison, c'est que la communauté d'école à la maison est extraordinaire. C'est comme un arc-en-ciel. Tu as de tout dedans. Tu as ceux qui font l'école à la maison, donc de 8 heures à 4 heures, ils ont des cours. Et tu as ceux qui font, tu sais, ce qu'on appelle en anglais du unschooling, donc apprentissage l'idée par l'enfant, au même titre qu'ils apprennent à manger, marcher, parler par eux-mêmes. Grâce au modèle que nous sommes pour eux, ils sont capables
capable d'apprendre tout le reste. Tu sais, tu parlais de Joseph et la lecture. Moi, j'en ai aussi chez nous, là, tu sais, Joshua, il lisait avant d'arriver à l'école. Il parle l'anglais, on lui a jamais enseigné. Il écoutait ça pour les jeux vidéo, principalement parce que ça l'interpellait, mais on s'est fait dire à l'âge de 6 ans au Mexique, est-ce que c'est sa première langue alors qu'on n'avait même pas réalisé qu'il le parlait si bien? Tu sais, comme... Fait que les enfants ont leur capacité d'apprentissage. Ce qu'on doit développer, c'est un désir d'apprendre et de comprendre Ah, et de découvrir. Fait que, puis quand je suis rentrée dans cet univers-là, tu sais, l'universitaire que j'étais à l'époque, on m'a dit, le premier à déscolariser, c'est pas l'enfant, c'est le parent. mm. Puis ça m'a beaucoup parlé parce Ouais, que j'étais comme, fait qu'à ce que tu me dis, tu sais, j'ai survécu, je suis pas mort, parfait, mais tu y as laissé quoi dans ton c'est ça. sillon, là, tu sais, comme à quel prix? Mm. Fait puis les adultes, après, lorsqu'ils. Parce que tu l'as dit, là, tu sais, moi, je le mets dans deux catégories, là. Tu as ceux qui sont conscients et qui rament pour être exactement où ils le souhaitent. Puis ça vient avec des apprentissages, des formations, des coachs. Tu sais, peu importe, là, tu sais, des prises de conscience. Puis des changements drastiques parfois. Puis tu as ceux qui, pour l'instant, par manque de force ou de conscience, restent dans un système qui les garde un peu brisés, puis ils consomment de l'alcool, de la drogue, de la télé, des médias sociaux, de la sexualité. Tu sais, la dépendance, là, c'est excessivement vaste, là. Puis tout ce que tu peux rentrer sous cette coupole-là, c'est de la fuite. Ah, Fait que qu'est-ce que tu fuis qui nécessite le fait d'utiliser toutes ces choses? Puis je le dis avec beaucoup de douceur parce que tous les humains fuient des choses, moi y oui. compris, toi y compris. Il y a des choses qu'on veut pas voir, il y a des choses qu'on n'est pas prêt, il y a des choses que... Parfait. Mais tu sais, à quel prix puis de quelle façon? Puis est-ce Mm. que tu es réellement sûr que tu as survécu à tout ça, là? C'est Parce ça. que, tu sais, c'est pas ça. Puis Mm. je comprends, moi, la première, tu es challengé par le fait que tu ne sais pas par quel morceau le prendre, s'il fallait que tu le fasses différemment pour toi, donc pour eux, tu sais, devenir ce modèle-là, c'est déstabilisant, mais ça se fait pas à pas. Puis Mm. ça commence, moi, je le dis tout le temps, ça commence par soi. Peu importe Oui, soi, c'est qui. Ça commence par soi, le jeune adulte, l'adolescent, ça commence par soi, la maman, ça commence par soi, le papa, ça commence, tu sais, comme toi, là, toi, qu'est-ce que tu aimerais qu'il change puis qu'il soit un peu différent? Toi, qu'est-ce que tu aimerais ouvrir? Qu'est-ce que tu aimerais découvrir? Qu'est-ce que tu aimerais partager? Tu sais, moi, là, je dis souvent, là, je, je dessine ma vie au moins 2 fois par année mm. parce que l'univers complote avec moi à ce que les choses se produisent, puis que lorsque ce n'est pas ce que je veux profondément, je le ressens. Je suis comme ce serait la voie facile. Tu sais, Guillaume Duluth dit le Y, là, tu sais, tu arrives à un Mhm. croisement, il faut que tu choisis. Il y a une voie qui est plus naturelle, mais qui est celle qui te ramène là où tu veux pas forcément rester. Puis il y a celle qui te demande un effort, puis c'est parce que tu vois seulement que la première marche, tu sais, que ce soit retourner aux études, que ce soit lâcher un travail, que ce soit se séparer, c'est très vertigineux, tu sais, ça... Puis tu vois juste la première marche, tu n'es pas capable de voir ce que ça va devenir. Il faut juste que tu aies la foi que... Fait que ça part toujours par nous. Puis si nous, on est capable de réparer des morceaux, on est capable de les transmettre mieux, là. Clairement, c'est... Puis c'est pour ça que j'aime beaucoup quand même, dans mon essai, je parle de permaculture, parce que dans la permaculture humaine, Bernard Alonso parle de revenir à notre zone 0,0, c'est le terme qu'il emploie. Puis la zone 0,0, c'est la zone de, avant justement tout le cirque sociétal, puis quel humain on était, avec quelle mission, entre guillemets, ou en tout cas quelle niche, quelle qualité on avait naturellement, qui parfois ont été un petit peu comme réprimé ou parce que tu parlais du désir d'apprendre, etc. Mais il y a tellement de choses à explorer. Puis je trouve que le système scolaire vient nous bâillonner un petit peu là-dedans, puis nous obliger à apprendre et à penser et à comprendre le monde un petit peu tous de la même façon, alors qu'on le sait bien, ça marche pas comme ça. Et donc, lorsque j'ai travaillé avec Bernard sur mes niches, je m'attendais à trouver la question du prendre soin, parce que j'étais médecin, etc., dans mes premières niches. Ben, mes premières niches étaient autour de la communication, du rendre heureux les gens par la parole, et puis aussi de la question aussi de tout ce qui est spirituel, pas dans le sens religieux, mais de considérer la personne dans toutes ses dimensions. Et puis le care est venu comme en quatrième position dans mes niches, et c'est là où je me suis dit, OK, je suis médecin, effectivement, j'adore ce que je fais, mais je sens que
ma mission et ma place est encore ailleurs. Donc oui, évidemment, la pédopsychiatre, c'est un petit peu le pivot, le départ. J'écris mes bouquins, mais il y a encore autre chose que je dois apporter. C'est pour ça que je lance ma voix comme ça vers le monde et puis mes messages, parce que je sens que c'est par là que je me sens vraiment, vraiment, vraiment sur mon X quand je partage effectivement des petits messages. Quelqu'un me revient en disant, hey, docteur Lamy, j'ai pensé à ça quand j'étais avec mon enfant, puis ça a fait quoi? Donc ça, pour moi, c'est comme juste parfait à ce moment-là. Puis dans les dernières années, là, tu sais, bon, t'écris Ouais. clairement sur plein de thématiques qui te touchent et que Mhm. tu vois, que tu constates dans ton cabinet, entre autres. Euh, Auteur émérite, là, tu sais, t'as sorti un livre qui est déjà comme excessivement populaire. Je sais qu'il y en a d'autres qui s'en viennent. Oui, Euh, bon, euh, j'ai envie qu'on parle, ce projet-là, là, tu sais, du mouvement, en tout cas, moi, je le vois comme ça, que duquel tu es l'instigatrice, mouvement dont moi j'ai entendu parler de ta part depuis à peu près le début de la pandémie. C'est quelque c'est chose ça. qui, sous plusieurs formes, tout ça. Parle-moi-en. Pourquoi, comment, qu'est-ce qu'on peut faire pour t'aider collectivement, comment y contribuer? Je trouve ça fascinant. Ouais, le collectif L'Enfance, c'est pas une maladie, c'est né en effectivement 2020. J'ai reçu début septembre, mi-septembre, plusieurs courriels de parents, Messenger qui me disaient mon enfant vient de rentrer en première année, j'ai déjà plein de messages du professeur qui dit il faut le faire évaluer, il a besoin d'une médication. Et les parents de dire avec le bon sens, mais vient juste de commencer la première année, l'enseignante ne le connaît pas et elle me dit déjà qu'il est tout croche, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Et là, donc, j'écris, comme je fais d'habitude, une sorte de petit coup de gueule sur les réseaux et je termine en disant l'enfance n'est pas une maladie. Et à ce moment-là, traînée de poudre, les médias s'en emparent et je me retrouve sur un plateau télé à en parler. Et je lance l'idée de faisons-en un collectif, en fait, de cette énergie, puis de cette phrase qui semble évidente, mais qui n'en est pas une. Non, l'enfance ne doit pas être en permanence pathologisée, puis c'est parce qu'on ne respecte pas le rythme de l'enfance, entre autres, qu'on arrive souvent trop vite dans le bureau du médecin, il y a des choses à faire avant, etc., etc. Donc, je parle aussi du surdiagnostic, de la surmédication, voilà un petit peu l'idée. Et puis, à partir de 2020, j'ai quand même eu 2 autres bébés. Donc, le collectif, c'est comme, il est resté en filigrane comme ça, où les gens m'écrivaient me disant, quand vous serez prête et quand ça sera parti, alors on sera là. Et puis, effectivement, le livre est sorti, Le drame des enfants parfaits. Et là, le collectif a explosé dans le sens où ces personnes qui étaient déjà là en 2020 se sont remobilisées, mais comme si ça avait toujours été là, c'était tout à fait mûr. Et là, donc, on se structure actuellement autour de différents comités. Il y a des chercheurs, professeurs, etc., qui se sont associés à moi pour qu'on puisse porter effectivement un message clair autour de l'enfance. Et la mission du collectif n'a qu'un seul but, c'est de rappeler à chaque adulte qu'est-ce qu'un enfant en 2024 et de quoi il a besoin. Ça paraît extrêmement simple, Stéphanie, cette mission, mais c'est très complexe parce que quand on voit dans les différents systèmes, la santé, l'éducation, la parentalité, combien les enfants sont dans un bourbier, alors cette question essentielle de c'est quoi un enfant ou c'est qui et il a besoin de quoi n'est pas claire. Donc on est en train de travailler, les différents comités, sur des messages à porter, sur des colloques, sur probablement un livre collectif, justement pour rappeler le bon sens, mais qui n'est pas si bon sens que ça, en fait. C'est-à-dire qu'on a été mangé par toute notre politique néolibérale ou capitaliste et on a engouffré les enfants dans quelque chose de très politique et très économique. L'enfant est comme une sorte de capital humain là, dans lequel on investit, puis on veut un retour sur un investissement. Donc, c'est vraiment extraire l'enfant de tout ça, venir le récupérer en disant OK, ça ne marche pas comme ça. On ne peut pas accélérer l'enfance pour la sortir plus rapidement vers l'âge adulte. L'enfant, il a besoin de cette temporalité-là qui n'est pas la nôtre. Nous, on est dans le chronos, on est dans l'agenda, on le brusque, on le presse. L'enfant, il est dans le kairos, il est dans l'instant présent. Et c'est en respectant cette temporalité-là, alors qu'il va pouvoir se sentir entendu, accueilli et exprimer son potentiel. Donc,
Oui, souvent on me dit, mais le collectif, c'est quoi? Ben, c'est juste ça, mais je le mets entre guillemets et c'est énorme en fait. Parce qu'il y a besoin de Mhm. déconstruire toute cette idée de si on écoute trop l'enfant, ça va être un enfant tyran. La temporalité de l'enfant, c'est une temporalité lente, on n'a pas le temps d'attendre. Donc c'est déconstruire tout ce qu'on a internalisé depuis très longtemps, y compris autour de la parentalité, dans quelque chose de très capitaliste en fait. Puis c'est pour ça que dans les comités, j'ai des sociologues, j'ai des chercheurs différents en psychopédagogie, en psychoéducation, parce qu'on ne peut pas penser en silo puis être les uns juste à côté des autres. Et j'avais vraiment besoin de ces sociologues aussi qui ont cette vision systémique et ils sont aussi porteurs de l'histoire de l'enfance, hein, de cette histoire, de cette enfance qui est en permanence ballottée entre la science, l'économie et la politique, mais qui est finalement qui se bute contre différents murs, puis qu'on ne voit jamais. Donc c'est une forme c'est redonner effectivement un visage, une voix à ces enfants. Revenir vers le simple, qui est pour le moment, qui a été comme un peu perverti par toutes nos bébelles, en fait. Tellement. Puis, tu sais, moi, plus j'ai étudié les neurosciences et le cerveau, plus j'ai été décontenancée Hum, de ce qu'on ne sait pas. Tu sais, c'est des ça. trucs aussi anodines que le cerveau ne finit pas d'être conçu avant genre 25 ans. 25, c'est ça, ouais. Fait qu'on attend d'enfants de 5, 6, 7 ans d'être capable de... Tu sais, quand Soit moi je reçois de raisonnable. l'école, ouais, quand je reçois de l'école, votre fils s'est désorganisé, d'accord? Il y a eu un conflit, tout ça, oui, on a discuté, gestion des émotions. Tu sais, je me dis, il reste encore comme 17 ans. Exact, C'est exact. comme, dis, Mais ça, les parents le savent pas. Ils ne le ben savent non, pas assez. exact. Donc, ne serait-ce que rappeler ça, rappeler aussi l'importance du jeu. C'est par le jeu que l'enfant apprend. Donc, quand un parent dit il est en train de perdre du temps à jouer à des choses inutiles, non, il est en train de fabriquer son cerveau, Oui, puis entre son autres. univers, sa Tout à fait. créativité. Tu sais, moi, je fais un peu la guerre puis parce que j'ai été de ces parents-là, là, tu sais, avant de comprendre certaines choses, tu sais, comme activité à droite, activité à gauche, sport à droite, sport à gauche. Mmh, Choisis quelque chose qui te passionne, t'en feras. Tu veux plus en faire, on va finir la session actuelle, tu c'est feras ça. d'autres choses la prochaine session. Tu sais, leur apprendre, oui, la constance, de respecter, tu Ah, sais, les choix la qu'ils font. persévérance. C'est bon, tout ça, oui. Mais je veux dire, tu sais, puis sans aucun jugement, là, je ne porte pas de jugement sur les parents. J'ai juste appris à travers le temps qu'un enfant qui n'a jamais de temps libre est un enfant qui malheureusement ne peut pas créer autant qu'il le devrait, n'a pas l'espace pour apprendre à s'ennuyer, à s'introspecter, à... Fait qu'aujourd'hui, Ça part de l'ennui, cette motivation interne-là. On oublie beaucoup de parler aussi aux parents de la motivation externe, où bah oui, c'est sûr, on a l'impression que parce qu'on va solliciter l'enfant et lui promettre de quoi, le récompenser, alors il va continuer dans cette motivation, mais il internalise rien de la compréhension de cette persévérance, du souci de l'effort. Donc ça aussi, il faudrait peut-être revoir ce qu'on explique aux parents. On est dans des tellement. injonctions, on est dans des livres de recettes où on dit aux parents face à telle situation critique, alors agis comme ça. Mais peut-on sortir de la notion du critique et d'être dans quelque chose de beaucoup plus préventif? Parce que finalement, on apprend aux adultes à quoi? À éteindre des feux. Puis c'est pas ça Parfait. qu'on veut, c'est qu'on veut, on veut effectivement que nos enfants soient outillés pour plus tard être aussi dans des relations interpersonnelles qui font du sens, puis qui soient pas dans j'ai besoin d'éteindre le feu, je vais texter mon chum, mon Dieu, c'est la panique, qu'est-ce que je fais? Je continue à. Tu sais, je le vois que les adolescents, je vois ces adolescents-là qui sont élevés dans on a éteint mes feux. Je Oui, le vois dans mon bureau qu'il fonctionne déjà comme ça, dans la panique en fait, puis mm, il y a beaucoup encore de parents, je tiens quand même à le dire, qui fonctionnent beaucoup avec la menace du bris, du lien et de l'attachement. C'est-à-dire qu'il y a des enfants qui deviennent raisonnables et les parents me disent, voyez, il est raisonnable très vite, je l'ai envoyé dans sa chambre, il s'est calmé, mais l'enfant, il ne devient pas raisonnable, il n'a pas compris quelque chose, il a juste compris que pour pas être privé du lien avec toi, alors il faut qu'il arrête d'exprimer ses émotions. Donc, il ne devient pas raisonnable, il se coupe
de son émotion. Puis c'est pas la même chose parce que je le vois 10 ans après dans mon bureau, c'est des adolescents qui sont mal pris avec des émotions extrêmement inconfortables, qui vont du coup se mutiler, Mm. consommer, ou qui vont être dans des relations interpersonnelles ou de se mettre dans des situations de couple où justement il y a des choses qui peuvent être très toxiques parce qu'ils vont reproduire parfois ce genre de schéma-là. Donc c'est important qu'on le comprenne en tant que parent très tôt, puis Oui, c'est ça. Cette sans se obsession, culpabiliser, ouais, sans se ouais, tellement, culpabiliser, parce que je leur dis toujours, je veux vraiment pas que les parents se disent, mon Dieu, telle date, en 2015, j'ai pas répondu aux besoins de mon enfant, donc je l'ai scrappé. Ça marche pas comme ça. L'enfant est beaucoup plus plastique que ça. C'est résilient aussi. C'est important quand même de le connaître, puis de comprendre aussi c'est quoi notre modalité d'attachement en tant qu'adulte. Parce que là mm. aussi, quand on travaille sur nos modalités d'attachement, on comprend beaucoup de nos réflexes, de nos patterns qu'on peut avoir avec Ah, notre tellement, conjoint ou avec nos patrons, etc. Notre enfant, c'est une formidable possibilité de rejouer, de remettre les cartes sur table, puis de se dire, OK, quel adulte je suis. C'est tellement précieux ce qu'il nous offre. tellement. Donc, plutôt que de le voir comme genre un empêchement ou un enfant qui serait toujours contre nous, parce qu'il y a tellement de parents, et je le comprends, qui se sentent persécutés par leur propre enfant en disant, il me fait toujours ça, pourquoi il me fait ça à moi? Mais il ne vous fait pas ça à vous, en fait, il se fait déjà ça à lui, il essaye d'exprimer quelque chose, puis il attend qu'on rentre en résonance ensemble. Mais pour rentrer en résonance, c'est-à-dire capter ce qui se passe autour, il faut être dans la même temporalité. Et si j'insiste autant là-dessus, c'est qu'on est vraiment, pour le moment, et très souvent dans deux temporalités différentes. Oui, on Alors, voudrait que les choses se règlent comme ça, puis que c'est ça. ça Bon, passe. ça marche pas comme ça, malheureusement. Il va falloir apprendre à se poser un peu, puis ça prend pas non plus des heures et des heures à côté de notre enfant, mais c'est s'autoriser ça déjà pour nous, Oui. Puis avant de c'est très s'autoriser souvent ça qu'on pour ne l'a l'enfant. pas appris, là. Mais Tu sais, moi, non, je ben sais qu'il a non, fallu que je développe des choses. Tu sais, moi, je dis souvent, mes enfants, ce sont mes meilleurs guides, là, parce que pour complètement. chacun d'entre eux, j'ai dû revoir ou revisiter des aspects de moi qui n'étaient pas comme à la hauteur. Puis effectivement, pas dans la culpabilité. Moi, j'ai aussi envie qu'on revoie des parents autonomes. J'en Oui, ai assez qu'on oui. nous dise à tous, là, tu sais, de l'accouchement à chaque fois Hmm. que j'amène mes enfants chez un spécialiste, chez un médecin, chez un... Tu sais, comme moi, je dis souvent et je répète, je suis, après eux, la spécialiste de mes enfants. Mais complètement, mais moi je me sens, quand des fois je vais voir des spécialistes pour mes enfants, je me sens comme une petite fille à qui on donne une leçon. Il y a des fois où on pose des questions, puis je me dis, est-ce que je dis les vraies choses? Est-ce que je dis que là, des fois, je fais encore dodo avec parce que je sens qu'il y a quelque chose de l'ordre de la réassurance dont il a besoin. Oui, mais je sais qu'elle va me dire que, attention, faites pas dodo avec votre enfant parce que, tu sais, on est là-dedans, mais tu sais, si on Oui, regarde l'histoire de la parentalité depuis les Romains, ça a toujours été ça. Le fil rouge, c'est que les parents sont souvent infantilisés par la société, rendus inadéquats et impuissants. Il y avait même des périodes où on accusait les parents d'être responsables de la perversion infantile, de oui, dire c'est parce que vous êtes inadéquat et incompétent. Donc, on traîne ça comme un boulet de génération en génération, comme quoi on serait pas capable. Et la société, justement, paternaliste, mais aussi très capitaliste, nous donne tous les outils pour nous donner l'impression qu'elle va nous aider dans sa grande bonté à être des parents adéquats. Mais on est plus qu'on ne croit des parents adéquats. ah, On a tellement. juste été dépossédés de certaines choses, puis on reste finalement des petits enfants sur qui on tape les doigts. On culpabilise régulièrement les parents. Il y a plein d'articles dans les journaux, Ah, les tellement. gens qui parlent des enfants, des parents inadéquats, impuissants, incompétents. Je sais qu'en France, là, on est en train de légiférer pour donner des contraventions et des travaux d'intérêt généraux pour des parents qui sont nommés dans le texte de loi défaillants. Donc ça va jusque-là, en fait. C'est C'est-à-dire ça. comment on tape sur les doigts des parents. N'oublions pas que nous sommes tous les petits soldats d'un système qu'on appelle néolibéral et qu'on se dépatouille en essayant d'internaliser des responsabilités individuelles, alors que ce système-là se désengage pas mal. Donc c'est important de reprendre notre pouvoir sans se sentir coupable, mais responsable, effectivement, responsable aussi de dire stop à tout ça. Ça, c'est notre grande responsabilité. Je pense qu'on peut le faire, tous Oui, ensemble. puis de reprendre notre pouvoir individuel pour pouvoir le Ouais, rendre à nos enfants, là, je tout à pense.
Il va falloir clairement que tu reviennes parce que Oui, j'ai encore des centaines de choses à discuter avec toi. Je te remercie d'avoir trouvé du merci temps dans ton Stéphanie. horaire super chargé. Je vous invite, comme toujours, si vous avez des questions pour moi ou pour Céline, à les poser sous les vidéos, sous les entrevues, sous les podcasts. Si elles sont pour elle et qu'elle ne les voit pas, je lui transférerai avec plaisir et je vous répondrai. Euh, je te remercie de ton temps. Merci à toi de ton accueil et à très bientôt alors. Oui, merci à tout le monde d'avoir été là. On se voit la semaine prochaine. Prenez soin de vous. Merci d'avoir été à l'écoute. On se retrouve la semaine prochaine avec un autre invité tout aussi fascinant qui pourra t'inspirer à prendre action afin de trouver ta voie. Si tu aimes ce podcast, je t'invite également à laisser une note de 5 étoiles afin que le podcast se démarque davantage et que le message se fasse entendre. Le podcast est également disponible en format vidéo sur YouTube. Tu le trouveras sur la chaîne Catalyseur de potentiel sous Trouve ta place. Je t'invite également à connecter avec moi sur Facebook et Instagram, Stéphanie Berthaud ou Catalyseur de potentiel. Bonne journée.